Bienvenue sur l'OIE, une chaîne qui traite de sujets en lien avec l'amnésie traumatique. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos qui traitent du sujet de l'emprise et fait suite à une vidéo précédente qui définissait l'emprise de façon générale en s'appuyant sur un ouvrage d'Anne-Clotilde Ziegler, une psychologue, et cet ouvrage s'intitule « Qu'est-ce que l'emprise ?» Dans la vidéo précédente, le message que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'il n'y avait pas un seul et unique profil de prédateur, mais qu'un prédateur pouvait avoir mille et un visages et qu'on pouvait en retrouver absolument partout dans notre société. Et dans cette vidéo, à présent, j'aimerais revenir sur les proies et surtout sur la question de qui peut devenir la proie d'un prédateur. La réponse à cette question, à mon sens, je vais vous la dire tout de suite, et c'est la même que la question précédente qui est qui peut être un prédateur? Absolument tout le monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose, encore une fois, de très important. J'estime que l'allié numéro un du prédateur, lorsqu'il s'agit de l'étape de la traque, de la chasse, en tout cas quand il lui faut mettre sa proie sous emprise et donc la choisir, l'allié numéro un du prédateur dans ce cas-là, c'est l'ego de la proie. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes le genre de personne qui vous dites « moi jamais je pourrais être sous emprise parce que je m'y connais trop bien, je connais trop les personnes, je suis trop intelligente, trop cultivée, pas assez ceci, trop cela, je, moi », qui parle à ce moment-là, c'est l'ego. Et l'ego, comme beaucoup de choses chez l'être humain, il a une fonction essentielle qui est de nous maintenir en vie. Cependant, parfois il peut sortir un petit peu des clous, puisque l'ego, qu'est-ce qu'il aime? C'est que nous soyons parfaits. Or, nous sommes humains, donc par définition, nous faisons des erreurs et nous avons des défauts. Et lorsqu'on refuse de reconnaître ça, eh bien, on commence à jouer le jeu de l'ego, qui nous présente un de ses amis très chers, qui est le déni. Et ça, je pense que c'est ce qui ouvre en grand la porte aux prédateurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas se prémunir de quelque chose que l'on considère comme impossible. On ne peut pas réfléchir à ce que l'on croit impensable. Et donc on n'est pas préparé, on ne se méfie pas. Et c'est comme ça, avant tout, qu'on se fait avoir. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette vidéo. Et cette vidéo cette vidéo s'adresse particulièrement aux personnes qui sont persuadées qu'elles ne peuvent pas être sous emprise. D'ailleurs, généralement, les personnes les plus persuadées que ça ne peut pas leur arriver, ça leur est déjà arrivé. Puisque le prédateur a tout intérêt à faire en sorte que sa proie soit convaincue qu'elle ne peut pas en être une. Ce qui facilite évidemment beaucoup la tâche. Donc pour cela, je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple sur lequel je vais revenir, c'est celui qui se trouve dans un documentaire intitulé « Dans les yeux d'Olivier, sous l'emprise d'un manipulateur ». C'est un documentaire de France TV qui, si je ne me trompe pas, date de 2013 et que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle en intégralité sur YouTube. Et c'est un documentaire qui est assez édifiant et je vais commencer par la fin, paradoxalement, puisqu'à la fin de ce documentaire, quand il donne ses conclusions, il dit une phrase que j'ai trouvée très édifiante, je cite: j'ai compris que cela pouvait arriver à n'importe qui, à des gens pas forcément fragiles et souvent prêts à faire confiance à autrui. Il faut un déclic, une intervention extérieure pour se libérer. Donc, j'aime beaucoup ce propos parce que ça va à l'encontre de l'idée selon laquelle les proies sont forcément des victimes par nature, qu'elles sont nécessairement faibles et stupides, et que donc quelqu'un de cultivé, d'intelligent, de rationnel ne peut pas tomber sous emprise. Il cite également à la fin du documentaire le Centre contre les manipulations mentales, CCM, dont vous pouvez consulter le site internet et sur lequel, vous pouvez aussi les contacter via ce site internet. Donc, dans ce documentaire, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce documentaire traite de 3 cas différents. Une fille sous l'emprise de sa mère qui est un gourou de secte, une femme sous l'emprise de son conjoint, et enfin, le cas qui m'intéresse le plus, une famille bourgeoise entière sous l'emprise d'un arnaqueur. Donc les deux premiers cas dont j'ai parlé, donc la fille sous l'emprise de sa mère, gourou de secte, et la femme sous emprise de son conjoint,
je trouve qu'ils sont en tout cas en adéquation avec l'image qu'on se fait de la bonne proie. En revanche, le troisième cas de figure, je l'ai trouvé encore plus intéressant parce qu'il va à l'encontre de tout ce à quoi on pense euh, quand on pense à une proie. Donc pourquoi est-ce que leur cas déconstruit l'image de la proie? Bien déjà parce que nous avons affaire à des gens qui sont instruits. Ces gens sont des notables, donc ils ont fait pour certains de très grandes études. Ce sont des gens qui sont très cultivés, qui sont très instruits. Ensuite, il y a des hommes et des femmes confondus. C'est vrai qu'on pense généralement que être sous emprise, c'est une histoire de femmes. Pas du tout. Les hommes aussi peuvent être sous emprise. Il y a également de tous les âges. C'est ça aussi qui est intéressant. Parmi les membres de la famille, ça a touché plusieurs générations. Il n'y a pas d'âge pour être sous emprise. Souvent, on pense que les gens sous emprise sont nécessairement jeunes parce que, encore une fois, jeunesse égale naïveté, candeur, etc. Eh bien, pas forcément. Je pense que quand on vieillit, on peut prendre une certaine assurance et justement, avec cet ego, se dire, eh bien, j'ai l'expérience de la vie, je connais les gens, je sais comment ça fonctionne et donc ça ne peut pas m'arriver. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Ensuite, on peut aussi penser que les proies sont faibles ou sont dans le besoin. Et là, on est face à des gens qui ont de l'argent, qui ont du patrimoine et qui ne sont absolument pas des nécessiteux. Ensuite, idem, on peut penser que si vous êtes quelqu'un d'entouré, que vous avez des gens qui vous aiment, des amis, de la famille, vous ne pouvez pas tomber sous emprise. C'est faux. Ces gens-là, encore une fois, avaient des relations, avaient une certaine position sociale, avaient des personnes qu'ils côtoyaient. Pour autant, ça n'a pas suffi. Bien au contraire, en fait, les membres de la famille qui, eux, ne sont pas tombés sous emprise et qui ont refusé l'influence du prédateur, eh bien, ont été tout simplement exclus complètement des relations familiales et les personnes sous emprise sont restées en fait entre elles. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper important pour moi et sur lequel je vais revenir, c'est l'isolement de la proie. Euh, c'est très important d'en parler en détail, mais je tiens à l'évoquer ici. Et bien en fait, souvent la proie se range du côté de l'agresseur, va le défendre, va s'identifier à lui, va être en fascination totale devant l'agresseur. Et en fait, ça va participer à son isolement. Puisqu'en fait, les gens qui peut-être au début vont essayer de lui dire que c'est pas une bonne idée, que voilà, il faudrait pas se tourner vers cette personne, et bien quand on voit que derrière c'est pas réceptif, au contraire que la personne se braque et défend encore plus le prédateur, on aura tendance peut-être à lâcher l'affaire et à se dire bon, bah, après tout, si elle a envie de se faire avoir, c'est son problème. Et bien non, c'est que en fait l'emprise généralement est déjà en place et qu'il faut au contraire être encore plus dans l'écoute et la bienveillance afin de ne pas braquer la personne et de ne pas faire en sorte qu'elle s'enfuit. Ce qui n'est pas toujours évident, on peut en prendre plein la tronche en faisant ça, et moi-même j'ai pas toujours été très sympathique avec certaines de mes co-victimes, euh, justement à cause de cette douleur-là et de cette incompréhension. C'est très violent en fait d'avoir quelqu'un qui prend la défense d'un prédateur alors qu'elle-même est victime. Et pourtant c'est très courant. Un des points suivants qui, je trouve, est très éclairant aussi, c'est qu'il n'y a pas de présence constante du prédateur. Et là, je cite une phrase, la manipulation est tellement aboutie qu'il n'a plus besoin d'être là. Et ça, c'est quelque chose, on peut être sous emprise de quelqu'un qui n'est pas là. Une fois que l'emprise est installée, elle est si forte, elle est si efficace que la proie applique elle-même, toute seule, les principes du prédateur parce qu'elle les a intégrés, parce que c'est devenu une partie d'elle, c'est devenu sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon de comprendre les choses. Tout est calqué sur ça et le prédateur qui a fait son œuvre n'a pas besoin d'être présent pour avoir de l'influence. Il suffit d'un coup de fil, il suffit vraiment de quelque chose de très bref pour que cette emprise soit ravivée. Et donc, en fait, même si le prédateur n'est pas là physiquement, il faut vraiment comprendre que l'emprise, c'est un mécanisme psychologique. Il n'y a pas besoin de la présence physique pour que, à l'intérieur de la tête de la proie, le prédateur soit là constamment en train de tirer les ficelles. Et c'est pour ça que l'emprise, c'est quelque chose d'insidieux. Ça prend du temps de mettre à ce point quelqu'un à genoux dans son intellect. Donc,
Une fois que c'est fait, c'est un investissement à long terme pour les prédateurs, hein. Ils savent que c'est beaucoup de temps qui passe au début, mais que le bénéfice qu'ils en ont derrière, il est juste immense. Et d'ailleurs, un des avocats de cette famille-là parle de hold-up mental. Et j'aime beaucoup cette idée de hold-up mental, puisque ça nous fait bien comprendre que, en fait, la proie n'a absolument pas la main, n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. C'est un hold-up, donc c'est fait avec force, c'est fait sans son consentement. Et surtout, ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, encore une fois. Et donc, euh, je vous invite grandement à aller regarder ce documentaire pour vous faire votre propre avis par vous-même. Le nom et toutes les informations seront en description. Et pour encore une fois parler de mon histoire personnelle, je vais vous parler un petit peu de la proie actuelle du prédateur auquel j'ai fait face. C'est donc la proie est une personne déjà qui a plus de 10 ans de moins que le prédateur. Ce qui, alors j'ai dit qu'il n'y avait pas d'âge pour être sous emprise, mais en fait quand l'écart d'âge est important, ça facilite bien évidemment l'emprise. Donc la proie en question est beaucoup plus jeune, mais cette proie, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a un master, je ne sais plus exactement en quoi. Cette personne est cadre, elle a une bonne situation sociale. La proie est à la base quelqu'un, voilà, d'indépendant, qui n'a pas besoin de quelqu'un financièrement. Et par-dessus tout, en fait, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et c'est pour ça que quand je cite cette phrase en exemple où à la fin du documentaire, le journaliste dit que les gens ne sont pas forcément fragiles et qu'ils sont souvent prêts à faire confiance à autrui, c'est vrai. Et souvent, quand on est quelqu'un de profondément bon, ou en tout cas quelqu'un qui cherche à faire le bien, il est tellement inconcevable pour nous qu'il y ait des êtres humains qui puissent s'abaisser à tant de méchanceté gratuite, à tant d'horreur pour leur bénéfice personnel sans aucune forme de conscience ni de morale. Et bien encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à envisager. Étant donné que nous, on ne pourrait jamais faire ça, on n'arrive pas à comprendre comment c'est ne serait-ce que possible que quelqu'un en arrive là. Et c'est justement sur ça que va jouer le prédateur, c'est justement grâce à ça qu'il va faire culpabiliser, qu'il va attendrir, etc., etc., tout en lui-même n'ayant absolument aucune forme d'empathie pour sa proie. Et je crois que c'est aussi ça, dans la proie en question dont je parle, qui a fait qu'elle a pu tomber sous emprise. Et ce que je trouve édifiant, donc c'est quelqu'un qui a fait des études et c'est quelqu'un qui est persuadé d'être une personne très cartésienne et qui dit tout le temps, voilà, que cette proie dit aimer les chiffres, aimer la science, aimer le concret, aimer les preuves, etc. Et en fait, quand on regarde son comportement et ses dires, on voit bien que pour quelqu'un qui se dit cartésienne, ou en tout cas qui se prévaut du cartésianisme, c'est quelqu'un qui n'applique jamais factuellement eh bien, les méthodes de Descartes. Parce que Descartes, c'est quoi en fait? C'est le doute cartésien, raisonnable ou hyperbolique. Ça veut dire qu'il faut tout remettre en question constamment, y compris ce dont on est sûr et certain, afin d'avoir l'information la plus juste possible. Donc, il faut questionner, il faut croiser les sources, il faut croiser les informations, il faut chercher et rechercher. Or, en l'occurrence, cette proie-là, ne remet jamais vraiment en question ce que dit le prédateur. Quand j'ai partagé mon histoire, je suis persuadée qu'il n'y a pas une seule seconde où elle a envisagé que ce que je disais pouvait être vrai. Or, un véritable cartésien aurait pris autant au sérieux la version qui l'arrange que la version qui ne l'arrange pas, puisque c'est la quête de la vérité et de la justesse qui l'intéresse. Et je pense que de se croire à ce point aussi cartésien, ça fait que eh ben en fait, cette proie facilite le travail du prédateur, puisque on rentre dans cette catégorie justement de l'ego, de se dire ça ne peut pas m'arriver. Moi, je suis le genre de personne à qui c'est impossible que ça arrive. Donc, eh bien, on ouvre la porte justement au fait que ça arrive. Et donc, le prédateur, qu'est-ce qu'il a à y gagner? Et ça, on en revient à ma vidéo précédente. Et bien tout. Dans ce cas de figure, comme je le disais, la proie, c'est quelqu'un qui est très généreux,
et qui, voilà, qui a le cœur sur la main et qui a des capacités et qui partage et qui met au service des autres ses capacités avec grand plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le prédateur? Ça veut dire que cette proie a un très bon salaire, donc le prédateur n'a pas besoin de travailler. Quand le prédateur a eu des gros soucis d'argent, parce que vous vous doutez bien que c'est un prédateur dans sa vie privée, mais aussi dans sa vie professionnelle, donc c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup d'arnaques, c'est quelqu'un qui veut absolument être patron mais pas employé, mais qui épuise énormément de temps et d'énergie à faire croire qu'il a des connaissances ou qu'il a une position, mais bien évidemment, il a besoin de personnes qui ont vraiment des connaissances et des compétences derrière pour pouvoir légitimer son propos et ses projets. Et donc, en l'occurrence, c'est aussi à ça que lui sert la proie, parce que quand il a besoin d'un projet, d'un chiffre, d'une présentation qui fait bien pour dire qu'il est super, en fait c'est la proie qui fait tout le boulot pour lui, qui lui explique tout, qui passe donc là on parle d'une proie qui déjà travaille toute la journée, qui s'épuise dans les transports parce que c'est assez loin et que le prédateur ne veut pas déménager parce que c'est toujours selon ce qu'il arrange lui et pas selon ce qui arrange la proie. Donc quelqu'un qui travaille énormément, qui passe beaucoup de temps dans les transports, qui rentre, qui doit s'occuper bien évidemment de la maison, hein, le ménage, la vaisselle, faire à manger, etc. Vous vous doutez bien que le prédateur, bien évidemment, ne s'en occupe pas, donc entretenir la maison. Ensuite, s'occuper des projets du prédateur, donc retravailler en fait comme un deuxième travail, parce que s'occuper de sa comptabilité, de ses présentations, littéralement faire la totalité du travail. En plus, c'est quelqu'un qui a une certaine position sociale, donc cette personne a pu sauver le prédateur voilà, quand ses boîtes ont coulé, quand à chaque fois qu'il y a eu un problème, et bien en fait c'est la proie qui s'est occupée de tout. Et si vous écoutez la proie, le prédateur est un vrai génie incompris, il est formidable, elle est en fascination totale. Et en fait même quand les gens lui disent tu devrais, enfin, même elle-même m'en a parlé, c'est ce qui m'a choquée rétrospectivement parce que j'en avais pas conscience sur le coup. Et je me suis dit, mais le nombre de fois où elle est venue me voir en me disant, telle personne, en fait, en prenant ça à la rigolade, telle personne m'a dit de me méfier. Je sais que la famille même de cette proie à la base ne voulait pas entendre parler du prédateur, et ça rejoint ce que je vous dis à la base. En fait, ça conforte la proie dans ce sentiment d'être incomprise et que le prédateur est le seul à pouvoir savoir ce qui est bon pour elle et à pouvoir lui apporter quelque chose. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop m'éterniser encore une fois. J'espère que vous avez compris mon point de vue et que peut-être que ça résonnera chez certains ou certaines d'entre vous. Donc je vais répéter ce message en conclusion. Tout le monde peut être une proie. Et si vous êtes persuadé pour n'importe quelle raison, quelle qu'elle soit, que cela ne peut pas vous arriver, je vous le dis, drapeau rouge, s'il vous plaît, faites preuve de remise en question. Permettez-vous de douter de vous-même quelquefois, parce que ça pourrait vous éviter de vous retrouver dans des situations qui après sont très compliquées. Et surtout qu'en plus, quand vous avez cet ego-là et cette persuasion que ça ne peut pas vous arriver, et bien quand ça vous arrive, en sortir devient encore plus compliqué, puisque l'ego est toujours là et la honte, en fait, la honte et la culpabilité d'être tombé dans ces filets-là fait que ça devient encore plus difficile de reconnaître ce qui nous arrive et d'en sortir, et qu'on va avoir tendance plutôt à vouloir se conforter là-dedans et à essayer de se persuader que non, c'est pas de l'emprise, c'est autre chose, que j'ai encore le contrôle, que patati patata. Chose qui, bien évidemment, quand on parle d'une proie qui est en contact constant avec le prédateur, va être appuyée par ce prédateur. Et c'est là, vous le comprenez certainement avec mon dernier exemple, qu'arrive l'usure. Quelqu'un qui travaille toute la journée, qui se tape tout au travail, qui se tape tout à la maison, qui gère un enfant, qui gère les finances, qui gère tout de A à Z, qui prend toute la charge mentale, et bien en fait c'est quelqu'un qui à la fin, les dernières fois où j'ai vu cette proie, ça m'a marqué. J'ai parlé de ma mère qui est quelqu'un qui est plein de joie de vivre, et quand j'ai vu des photos d'elle avec le prédateur, elle était vide. Et là la proie en question, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, l'usure est là, elle est complètement installée, et malheureusement je ne suis pas sûre que cette proie pourra un jour se défaire de ce prédateur. C'est pour ça que ça me tient aussi à cœur de faire ces vidéos. Si je peux faire en sorte qu'il y ait une petite question, une petite étincelle qui émerge et qui fasse que vous soyez en tout cas un petit peu méfiant, et que vous évitiez de tomber dans ces pièges-là,
ce serait vraiment un cadeau immense. Et s'il vous plaît, quand vous avez des amis ou des membres de la famille de confiance qui expriment une certaine méfiance, et que c'est pas juste, voilà, je l'aime pas parce qu'il est pas beau, parce qu'il n'a pas une position, parce que machin, mais que c'est vraiment, vous sentez que c'est un message qui vient du cœur et qu'il est pour vous, même si ça fait mal, même si ça fait jamais plaisir de s'entendre dire que la personne qu'on aime n'est pas une bonne personne. Essayez au moins de prendre ces gens en considération, parce que s'ils le disent pour vous, ils le disent pour vous aider. Et une fois que l'isolement est installé et que l'emprise est installée, en sortir, ça devient de plus en plus complexe. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.